la période des questions, des commentaires. Je vous rappelle quelques petites règles du jeu. On va vous inviter à vous présenter au micro pour intervenir. Et c'est important que vos interventions, vos questions ou vos commentaires portent sur le projet qui est à l'étude ce soir et non pas d'autres sujets, d'autres forums à la Ville pour adresser vos questions sur d'autres sujets. Vous avez droit à votre opinion, quelle qu'elle soit. Les autres aussi ont droit à leur opinion, quelle qu'elle soit. Donc, l'idée, c'est de l'exprimer de bonne façon. Je ne sens pas qu'il y a des problèmes qui s'en viennent, mais il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Vous pouvez poser une question, vous pouvez faire un commentaire, vous pouvez faire les deux en même temps. L'idée, c'est que ça ne devienne pas non seulement un monologue, mais un très long monologue qui va devenir un trop long monologue. L'idée, c'est de donner une chance à tout le monde de s'exprimer. Il y aura, si nécessaire, un deuxième tour. Donc, vous pourrez revenir poser une deuxième question ou refaire une autre intervention, soit à partir d'une nouvelle préoccupation qui vous est venue en tête, soit à la suite de réponses qui vous auront été données. Mais l'idée, c'est de donner le maximum de chances au maximum de gens de s'exprimer. Et de toute façon, les trop longs monologues font en sorte qu'à un moment donné, par expérience, on perd un peu ce que la personne a à dire. Donc, plus on est concis habituellement, plus on est clair. Je vous rappelle que ce n'est pas filmé, que c'est enregistré, donc c'est une des raisons pour lesquelles vous devez venir au micro. Je vous donne un petit truc, avant de vous donner mon truc. On va vous demander de vous identifier, votre nom, votre adresse, pour permettre aux gens d'avoir une meilleure idée de où vous vous situez par rapport au projet. Ça va peut-être leur permettre d'être plus précis dans leurs réponses. Et là, j'arrive à mon petit truc. Je ne vous donne pas de temps limite de combien de temps doit durer votre intervention, ça doit être raisonnable. Pour moi, raisonnable, c'est en bas d'une heure. On peut dire beaucoup de choses dans 1 ou 2 minutes. Donc, si ça peut commencer à être déraisonnable si on dépasse ça, petit truc, c'est que si vous me voyez en train de m'approcher du micro, c'est un signe que c'est peut-être le temps de commencer à penser à conclure. Puis si jamais je suis rendu vraiment près du micro, ça serait une bonne idée de conclure. Je suis sûr que vous n'êtes pas comme ça et que je n'aurai pas besoin de m'approcher, mais je vais enfreindre peut-être la règle du 2 mètres si vous m'obligez. Donc, sans plus tarder, je vous invite à vous placer au micro. Vous nous dites à qui s'adresse la question. Ça peut être au promoteur, à la Ville ou aux deux, et ce sera à eux d'y aller de vos réponses. Donc, j'ai un premier gars. Là, j'ai mon téléphone, c'est pas pour... c'est parce que j'ai des questions sur le téléphone. Bonjour. Et moi, j'ai le mien parce que j'ai un chronomètre sur mon téléphone. Ah, il n'y a pas de problème, moi aussi. Je vais laisser aller, monsieur. Alain Lamarche, je suis au 55 rue du Sanctuaire. OK. Vous avez dit tantôt qu'il y avait un minimum de 1000 mètres carrés par terrain. C'est ça que j'ai compris? Dans la grille, c'est ça. Dans le projet, on a des terrains qui ont en moyenne... en fait, il y en a qui varient de 1079 à 2400, ce qui fait une moyenne d'à peu près 1400 par terrain. Là, on le voit un peu, les terrains sont dans ces eaux-là. Les terrains sont assez profonds, fait qu'ils varient, puis on comprend que dans les pointes sont plus larges. Mais nous, on a calculé qu'il y avait une moyenne d'à peu près 1400 mètres carrés par terrain. OK. Donc, est-ce que ça, c'est les mêmes critères qu'il y avait dans le boisé dans le temps? Oui. 1000 mètres carrés? Parfait. J'avais pris une note sur... ça va faire bientôt une quinzaine d'années qu'on paye une taxe spéciale pour les infrastructures spéciales qu'on avait dans le développement. Je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas la réponse ce soir, mais il va se passer quoi avec ça, dans le sens qu'on a payé pendant 15 ans pour toute la structure des aménagements, des îlots, puis tout ça. Je me souviens, là, fait que... Tout ce qui est des infrastructures qui apportent les services. Non, je ne parle pas de ça, je parle plus ceux qu'on avait été taxés pour. Tout ce qui est pavage, bordure, éclairage de votre projet. C'est ça. Aujourd'hui, de la manière que la Ville fonctionne, parce qu'il faut faire quand même une distinction entre qu'est-ce qui s'était fait par le passé
et aujourd'hui. Par le passé, les promoteurs réalisaient les infrastructures souterraines, arrivaient à mettre finalement les rues en pierre, et par la suite, la ville faisait un règlement d'emprunt et venait faire les travaux de pavage, bordure, éclairage qui étaient redistribués sur les bassins de taxation. C'est exactement comme vous le mentionnez. Aujourd'hui, l'ensemble de ces coûts-là, c'est à la charge du promoteur. Donc, quand on arrive avec un projet de développement, tout ce qui est d'infrastructures souterraines, de fondations de chaussées, de pavage, bordure, éclairage, aménagement paysager dans le projet, tout ce qui a été présenté, c'est à la charge du promoteur. Donc, tout ce qui est en lien avec le projet qui a été présenté ce soir, il n'y a pas de taxe qui va vous être attribuée, outre tout ce qui peut être du surdimensionnement. Tout ce qui est de l'amélioration du service, c'est des choses qui pourraient être réparties. Ça fait partie des analyses que la Ville doit faire à ce moment-ci. Je n'ai pas davantage de réponse. Mais c'est le genre d'élément qui va être regardé actuellement là, avec les études qui sont en cours. Parfait. Mais vous allez nous avertir s'il y a des taxes supplémentaires reliées à notre secteur. Normalement, oui. Oui, OK. C'est bon. Les fameuses bandes je vais appeler les servitudes de conservation, est-ce qu'ils sont calculés dans les 1000 mètres carrés? Oui. Oui, ils sont calculés dans les superficies, effectivement. OK, donc ça, c'est différent d'avec ce qu'on avait, ça, c'est sûr. Déjà, vous pouvez le prendre une note, là. C'est différent. Juste une petite note là. Juste peut-être un complément d'information, là, je ne l'ai pas fait. Les terrains, puis avec le déplacement du parc, les terrains qui doivent avoir selon les normes qui s'appliquaient au niveau de vos propriétés, là, la profondeur requise, c'était 45 mètres. On a des terrains qui ont jusqu'à 60 mètres de profond. Donc, on a beaucoup plus le fait d'avoir réaménagé ça puis d'avoir positionné le parc de la façon qui est proposée. Donc, les terrains sont extrêmement profonds, là. Donc, on parle de 55 mètres en moyenne, là. Donc, c'est pas loin. C'est pas loin. OK. Mais ma question, c'est pas ça. Ma question, c'était plus, est-ce que c'est calculé dans le 1000 mètres? Vous me dites oui. Donc, ça, c'est pas pareil comme c'était. Je veux juste vous dire ça. OK. L'autre chose, cette bande-là, avant, la bande qu'on avait, c'était une bande qui était boisée sauvage et qu'on ne pouvait pas habiter. Donc, la nouvelle bande boisée qu'on parle, c'est pas une bande qui va être avec des clôtures ou tout ça. C'est une bande qui va être libre accès aux propriétaires, qui pourra aller se mettre une table à pique-nique sur le côté s'ils laissent les arbres sauvages là. C'est bien ça? Ça fait partie des terrains. C'est tout simplement qu'il ne peut pas avoir de construction dessus. C'est une conservation. On ne peut pas couper les arbres, on ne peut pas mettre de construction. Donc ça, c'était une des choses qu'il y avait dans le dernier développement, dernière proposition, qui n'avait pas marché. Ça, c'était un point spécifique, je me souviens. C'était un point spécifique qui disait on veut garder la bande boisée derrière, puis il voulait faire une servitude. Puis on avait dit non, ça ne marche pas, là. C'est pas la continuité du développement si vous me dites que ce secteur-là est différent de ce qu'on est. Après ça, on a vraiment écrit, puis on sortira toutes les documentations qu'il y avait dans le temps, mais c'était bien écrit que c'était la continuité du développement du boisé de la Pinière. Si on parle de la continuité du développement, moi, j'ai personne qui vient se mettre une table à pique-nique dans la bande boisée à côté de chez nous. C'est juste que c'est différent. Moi, ça me fait... Je vous dis pas là que... J'essaie juste de comprendre ce que vous voulez dire. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans le sens que... La bande boisée, présentement, là, il y a notre terrain se termine. On peut pas bénéficier de cette bande boisée-là. Notre terrain se termine, puis la bande boisée est derrière. Donc, il y a 25 pieds d'arbres sauvages. Oui, elle appartient à la ville. Elle appartient à la ville. Elle appartient à la ville, exactement. Donc, on ne peut pas en bénéficier autre que de passer, si on veut aller marcher en arrière, bien, on peut passer là. Il n'y a personne qui est venu nous dire de ne pas marcher là. Mais je vais juste vous dire qu'on ne peut pas aller s'installer un gazebo ou une table à pique-nique ou quelque chose comme ça, dans le fond, parce que cette bande-là appartient à la ville. Donc, on ne peut pas jouir de ce terrain-là. Là, ce que vous me dites, c'est que les nouveaux terrains, eux, vont pouvoir jouir de cette bande de servitude-là. Parce que c'est une servitude. On s'entend qu'une servitude, c'est ça, là. Okay. Il y a un élément. En fait, c'est un élément qu'on peut regarder. C'est des choses qu'on regarde. L'idée, c'était de conserver cette bande de verdure-là.
Ça avait été regardé par servitude, mais c'est de la manière que ça a été présenté, c'est que côté entretien, ce terrain-là qui appartient à la ville actuellement, qui est boisé, ça se trouve être un enjeu pour les travaux publics. Quand on arrive avec des zones qui sont boisées comme ça, s'il arrive à avoir des arbres qui viennent par quelques raisons, avoir des branches qui tombent et tout, les travaux publics actuellement sont responsables de on reviendra sur ce sujet-là. Mais ça se trouve être un élément qui a été ciblé et qui a été soulevé par nos équipes d'entretien. Donc, on a regardé cette possibilité. Moi, j'ai aucun problème avec ce que vous me dites là. C'est juste que présentez-nous pas quelque chose qui nous dit que c'est la continuité du boisé, de la pinière, de la même chose avec les mêmes critères, puis après ça, ça ne l'est pas. C'est juste ça, je vous dis là, présentement. Puis tu sais, on n'est pas plus mauvais amis pour ça, mais il faut juste être clair sur qu'est-ce que c'est vraiment. Donc, est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à ce plan-là après la soirée? Oui. OK. Donc, juste pour il va être sur le site de la ville. OK. Moi, j'ai plus d'autres observations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y avait monsieur ou? Ça va prendre 2 minutes, ça sera pas long. Je veux éviter qu'il s'approche de moi, il est plus grand. Bonsoir, je suis Gilbert Laure. Je ne suis pas propriétaire d'une bâtisse dans le projet. Ma fille est propriétaire. Je la représente ce soir, ne pouvant pas être présent, au 13 Fête du Boisé, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça, Fête Boisée. OK. Je trouve que monsieur a sorti plusieurs bons points. En l'occurrence, quand on voit que les terrains incluent l'espace de 25 pieds ou 7 mètres, pour être plus précis, que vous le mettez là-dedans, ça vient démontrer qu'il y a une différence un peu. Ça vient un peu démontrer que ça peut être utilisé par le propriétaire qui achète le terrain. Et il a tout à fait raison. Dans mon livre à moi, selon moi, je corrigerais les superficies de terrain, OK, et enlever le 7 mètres, et ceux qui vont acheter terrain, ils n'achètent pas cet espace-là. Déjà là, il faut apporter cette correction-là, selon moi. Ceci étant dit, et quand il disait aussi pour s'assurer qu'il n'y a personne qui utilise ça à leur fin personnelle, sauf pour passer, OK, puis pour aller évidemment faire une promenade. Je ferme la parenthèse là-dessus. Autre petite question. Est-ce que la Ville fait des vérifications sur le promoteur? L'expérience du promoteur, je pense qu'on est en droit de savoir l'expérience. Leur situation financière. Est-ce qu'il y a déjà eu, name it, le profil complet du promoteur? Parce que c'est pas petit, là, c'est pas 2-3 maisons. Là. C'est un gros projet. Alors, il me semble que ça doit être fait, ça. Je ferme la parenthèse. C'est pas mal tout. Merci. Merci. Est-ce que je pourrais me permettre juste, au fond, un élément? La servitude de conservation, elle n'est pas écrite encore, là. On doit... Ben, c'est parfait. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on est là. Oui, c'est pour ça qu'on est là, ça tombe bien. C'est ça, donc c'est parfait. Écoutez, sinon, je ne parlerais pas, là, moi dire. Non, c'est parfait. Ce que je veux vous dire, là, c'est que merci des commentaires. Oh, oui. On va en prendre note. Puis, moi, je vois, il n'y a pas de problème. Puis, moi-même, j'ai participé comme urbaniste à différents projets comme ça où il y a eu des services de conservation. Ça peut être très bien défini, au fond, quelle sera l'utilisation de ces terrains-là. Ben, ouais. Et il y a moyen de faire en sorte que ce soit conservation pure et simple. Là. Donc, au fond, pas le droit d'utilisation. C'est quelque chose qui peut être défini tout à fait. En fait, quand j'ai dit, puis je veux corriger un peu, là, je veux pas que personne pense que j'ai induit en erreur. Quand on dit que c'est le même projet, c'est les mêmes gabarits, c'est les mêmes grandeurs de terrain, la différence, c'est la gestion de la bande à l'arrière. Comme Raphaël expliquait, parce que quand on est propriétaire, c'est l'entretien par les travaux publics à l'arrière-roue sur des terrains privés. C'est plus compliqué pour les travaux publics d'aller entretenir sur des terrains à l'arrière, tandis qu'une servitude garantit le non-développement de cette bande-là, mais on n'a pas à aller entretenir la gestion de ces terrains-là. C'est une forme de gestion différente. L'objectif est toujours le même, par contre. Je pense qu'on a bien compris ça, tout le monde ici, mais elle n'est pas là. Je pense que vous êtes en train de comprendre, mais vous ne pouviez pas le comprendre avant, on n'avait pas parlé, de ce que la préoccupation des gens ici. Fait que si je comprends bien, les citoyens préfèrent que la Ville soit propriétaire, ça garantit encore plus qu'il n'y aura pas d'utilisation de cette partie-là. Bien, exactement. Il faut s'assurer
que. Parfait. C'est bien Effectivement, noté. selon moi. Merci beaucoup. Juste avant que vous allez vous rasseoir, monsieur, on va juste vous amener quelques compléments supplémentaires par rapport à votre deuxième question. Et juste avant aussi de répondre à la deuxième question, juste vous dire, si jamais il y en a qui sont gênés de venir au micro, sachez que l'équipe sera là pour répondre à vos questions par la suite. Et si jamais il y en a qui veulent nous parler par la suite aussi, on va vous donner nos cartes d'affaires. Si vous pensez à d'autres questions, demain, dans quelques jours, dans une semaine, si vous voulez qu'on vienne voir chez vous, c'est quoi les impacts du projet par rapport à chez vous, sachez qu'on est là. Et pour répondre à votre deuxième question par rapport à la fiabilité puis le sérieux des gens qui sont là, j'ai proposé, pour en accepter, on va juste vous présenter rapidement qui on est chacun en plus grand détail, juste pour vous jouer 100% à la transparence. Alors moi, ma formation académique, j'ai un bac en sociologie, une maîtrise en études urbaines, une deuxième maîtrise en urbanisme, un doctorat en études urbaines. J'enseigne l'urbanisme depuis 2006. J'enseigne au bac à la maîtrise à l'Université de Montréal et à l'UQAM. Et j'ai fondé la firme Gris-Orange Consultant avec mon épouse en 2008. Et puis, on a une équipe de 19 qui travaille sur plus de 200 projets de développement par an, un peu partout au Québec. Alors, c'est un peu juste la présentation de... Je trouve ça bien, je trouve ça excellent. Je pense que le promoteur est bien supporté par vous, parce que vous n'êtes pas promoteur, vous n'êtes pas celui qui développe le terrain, vous n'êtes pas celui qui doit démontrer quelque part la viabilité de l'entreprise, l'expérience de l'entreprise, etc. Mais vous avez très bien démontré que vous êtes un homme qualifié qui, dans les faits, n'est pas le promoteur, mais qui peut être un très bon conseiller. Ma préoccupation, et probablement celle des autres, c'est le promoteur qui est, pour moi, tant mieux s'il vient conseiller, mais c'est leur situation à eux autres. Quelle expérience qu'ils ont, les projets, ça s'est-tu bien finalisé ou non? Y a-tu eu un paquet de poursuites? C'est ça qui, à mon point de vue, est important pour la ville et pour les gens autour, parce qu'on ne veut pas voir un projet qui ne se finalise pas. En tout cas, moi, en ce qui me concerne. Merci. Oui. Un complément, s'il vous Ben, plaît. écoutez, complément, juste vous dire, dans mon cas, à moi, Dany Tremblay, urbaniste, j'ai près de 40 ans de pratique dans le municipal. J'ai fait 25 ans, on s'est connus, Robert et moi, dans un autre contexte où lui était consultant, puis moi, j'étais directeur de l'urbanisme, donc dans une autre ville. Alors, donc la pratique municipale, je connais bien ça. Et je peux vous dire qu'à l'âge où je suis rendu, j'ai maintenant le loisir de travailler avec des gens de confiance. Donc, M. Brault, ça fait très longtemps que je le connais. Il réalise beaucoup de projets. Il pourrait vous en glisser mot, mais soyez assurés, là, vous avez devant vous, premièrement, M. Brault ne lésine pas à engager des professionnels. Il lésine pas à écouter nos conseils, nos recommandations. Et c'est quelqu'un qui a démontré justement là, beaucoup de compétences et de sérieux dans la réalisation de ses projets. Donc, peut-être en quelques mots, Gaétan? Oui. Bonsoir, excusez, je ne suis peut-être pas confortable comme eux avec le micro, là. Le projet résidentiel que j'ai en cours actuellement comporte 333 portes. Le projet est réparti sur 5 phases et nous venons de compléter la 4e phase. Ça, c'est le projet le plus récent que je viens de compléter sur 5 ou 6 que je cumule à mon actif là, à la Valtrie actuellement. Ce projet-là porte le nom Héritage du Roi. S'il y en a qui veulent faire des vérifications sur Internet, là. Donc, c'est ce qu'il y a en marche actuellement qui arrive à sa fin sous peu. Pour compléter, au niveau de la réalisation des travaux, il y avait un souci de capacité de compléter les projets. Lors de la signature des protocoles d'entente, la Ville exige aux promoteurs de déposer des lettres de garantie bancaire. Et en même temps, on demande le dépôt des lettres de caution d'exécution. Donc, la Ville prend les moyens, et c'est prévu à sa réglementation, justement de s'assurer que s'il arrive à avoir quelconque problématique, il y ait des fonds pour compléter les travaux et aussi qu'il y ait des cautions qui puissent prendre la relève si on a besoin là, au niveau de la Ville. Merci. Monsieur? Oui, il y avait David Lachance, neuf du Fait Boisé. Donc, je suis adossé aussi au projet. La Ville avait fait une résolution en 2015 suite à nos inquiétudes. Et puis, il était
la zone tampon qu'on parle, moi, c'est ça qui est le plus important, c'était bien indiqué que c'était une zone qui était acquise par la ville de 25 pieds de largeur avec, donc, nous autres, on a déjà une clôture, le 25 pieds et une autre clôture. Et c'est ce qu'il y a dans tout le restant du projet, toutes les maisons qui sont dos à dos. Il y a toujours une clôture, 25 pieds qui appartient à la ville et une autre clôture. Et la ville l'avait confirmé en 2015. En tout cas, je pense pour moi, et je pense plusieurs, c'est un élément très important et ça n'appartient pas aux propriétaires. Donc, ça empêche, c'est ça. Donc, puis à ça, bien, bon, ça c'est mon premier point, que je vous dis, pour moi, le plus important pour moi. L'autre chose, quand je regarde ça, vous dites que les terrains sont équivalents aux terrains du boisé de la Pinière. Une petite dernière chose, là, vous parlez de 21 pieds, c'était 25 pieds. Une grosse différence, mais quand même. C'est 25 pieds, donc c'est plutôt proche de 8 mètres que de 7 mètres. Là. Mais c'est ça. Moi, la continuation du boisé de la Pinière, c'est les mêmes règles. L'autre chose, c'est... donc, une fois qu'on enlève ce 25 pieds-là, si on voit, mettons, si on compare, on voit 4 maisons là, à l'entrée du projet avec des terrains, puis on voit 6 maisons en bas. Donc, il y a environ, il y a 50% plus de maisons dans la même superficie. J'ai de la misère à voir que c'est les mêmes superficies de terrain. Je vois de l'autre partie aussi, il y a tout le temps à peu près 50% plus de maisons dans la même largeur, puis je vois pas vraiment plus de profondeur. Là, ça s'équivaut pas mal. Je vais pas mesurer, là, mais ça a l'air. Puis si on voit les autres en bas, bien, c'est ceux qui ont marché. La ligne rouge, c'est une zone très dénivelée, là, fait que les terrains sont pas si profonds que ça parce que c'est pas utilisable. Là, il y a un gros dénivellement, c'est une grosse butte de sable. Là. Fait que toutes les maisons vont être coincées en avant parce que le terrain, c'est pas vrai qu'il est grand comme ça. Fait que moi, dans ce contexte-là, je juge pas que c'est des terrains, à part ceux dans le coin au bout, là, qui sont plus grands. Les autres, je juge pas qu'ils sont dans la moyenne du boisé de la Pinière. Donc, moi, c'est mes 2 points. Merci. Je pourrais répondre aux 2 questions. En fait, la première, bien, je pense qu'on a bien compris. Nous, c'est vraiment l'intention de la bande tampon, c'était plus une gestion plus facile, plus efficace au niveau des travaux publics. Mais on a compris que je pense que vous aimez mieux que la ville en soit propriétaire. Et oui, dans la résolution, c'est ça qui était écrit, je l'avoue. C'est tout simplement qu'on se disait, dans une gestion, dans le rendu, c'est la même chose, mais dans la gestion, c'était différent. Mais on a bien compris votre point pour ça. Le deuxième point, on s'entend pour les dimensions de terrain, c'est un minimum qui est prévu à la grille, qui est la même partout. Si le promoteur a décidé d'aller un peu plus grand que les minimums, d'un côté, ça se peut que les terrains ne soient pas tout à fait les mêmes dimensions, mais les normes applicables sont exactement les mêmes. Alors, on a des terrains qui sont plus grands que d'autres. Dans les autres secteurs, il y a des terrains qui sont plus petits. La moyenne respecte à peu près les mêmes dimensions, mais le promoteur pouvait quand même, même le secteur existant, pouvait faire des plus petits terrains un peu. Lui, il a décidé d'en faire des un peu plus grands que la norme réglementaire. Alors, nous, on a demandé au promoteur de respecter la même norme réglementaire, ce qui donne des comparables à certains endroits, des terrains plus grands, des terrains plus petits, mais la moyenne est à peu près pareille. On parle d'une moyenne d'à peu près 1400 mètres carrés, comme je disais tantôt, mais c'était les mêmes normes applicables à l'époque. C'est les mêmes normes, mais si on prend la moyenne des terrains du boisé de la Pinière actuelle, c'est pas la moyenne de ça. Là. Les terrains sont un peu plus petits que la moyenne que vous avez. Oui, tout à fait. Merci. Mais quand on s'était engagé à respecter les mêmes normes, c'est bien sûr que la moyenne qui a été faite versus la moyenne qui est là est un petit peu différente, effectivement. Chez monsieur ici. Pour ceux et celles qui souhaitent intervenir, ou bien vous vous levez et vous vous mettez derrière le micro, ou vous me faites signe et j'essaie de ne pas perdre l'ordre dans lequel vous me... Puis je voudrais peut-être juste finir ma réponse. Oh, excusez, désolé, non, mais je viens de penser à quelque chose d'autre. Puis le promoteur l'a bien dit aussi. Il y a des gens qui vont peut-être acheter 2 terrains. Puis ça, c'est arrivé dans votre secteur aussi. Il y en a qui peuvent acheter 2 terrains. Fait que la subdivision peut changer. Quelqu'un qui veut un terrain et demi, la subdivision peut changer. C'est la subdivision de départ, mais
lors de les ventes de terrain, des fois, il y a des resubdivisions en des terrains plus grands. C'est ce qui est arrivé dans votre secteur aussi. Des fois, on a offert des plus petits terrains. Il y en a qui en ont acheté des plus grands, ils ont été resubdivisés. Fait que c'est une possibilité aussi qui peut arriver. C'est le seul complément que je voulais rajouter. Merci. Monsieur. Bonjour. Mathieu Woods, 33 rue du Fait-Boisé. Quand on parle de continuité du projet pour toutes les réglementations, il y en a beaucoup de réglementations dans notre quartier, mais on ne les connaît pas tous, ceux de votre quartier. On dit « Ah oui, c'est la même chose », mais on parle de 23 pieds. Finalement, nous, c'était 25 pieds. Nous, c'est clôturé. Là, ça inclut dans le terrain. Si on parle de terrain comparable, un de 1000 mètres carrés, mais on enlève 25 pieds dans le fond qui est inclus dans leur carré fois 100 de large. Posons, on parle de 2500 pieds carrés de moins. Donc, on parle des terrains de 7500 pieds carrés. C'est beaucoup plus petit, 7500, que 12, 13, 14, 15 000, 30 000 ou 40 000 même sur la rue. C'est juste de voir comme si on avait des 15 pieds d'un côté de la maison, 10 pieds respectés pour que les maisons soient trop collées. Il y a beaucoup de réglementations qu'on a qu'il faudrait valider si c'est vraiment une continuité ou non. Puis, suite à la continuité, on parlait tantôt de tout ce que le domaine de la Boisée de la Pinière a avec ses pavés nuits, ses lumières et tout. Vous disiez que c'est la ville avant. Maintenant, c'est le promoteur. Jusqu'à quel point qu'on a une certitude ou une réglementation sur la continuité architecturale de ce qu'on a dans le Boisé de la Pinière versus là. Donc, que ça soit homogène et qu'on sente que ça soit le même quartier. Au point de vue des aménagements urbains, comme les trottoirs en pavé de béton, ça fait partie des éléments qui sont requis à l'intérieur de l'aménagement qui, tant aussi longtemps qu'on n'a pas la préparation des plans de vie, ces éléments-là vont être intégrés au protocole d'entente. Donc, la Ville va engager justement une firme qui va faire des plans de vie. On va donner les spécifications sur le matériel urbain et c'est au travers du protocole d'entente qui va donner l'assurance que les travaux qui vont se réaliser sont conformes avec le concept d'aménagement qui est donc, même si c'est responsabilité du promoteur, le promoteur peut être exigé de. Okay. Puis, tantôt, on parlait de 38 terrains dans l'ancien projet, maintenant on parle de 26. Est-ce que dans l'ancien projet, les 6 terrains de M. Bussière, je pense, qu'on voit, ils étaient inclus dans les 38 terrains? Donc, on parle de 26 plus... Non, ils ne sont pas inclus. On parle des... Mais dans les 38, en référence, est-ce qu'ils étaient inclus? Comparable, les 38 n'étaient pas inclus, ces terrains-là non plus. On compare des pommes avec des pommes. Là, OK, parfait. Pour répondre à votre autre question, par contre, puis ça va me faire plaisir de vous transmettre le règlement détaillé. Là. Nous, ce qu'on dit, c'est la charte architecturale qui donne les dimensions de bâtiment, les marges, les pourcentages de verdure. Toutes ces normes-là sont exactement les mêmes. J'ai parlé tantôt du PIA, c'est assujetti au PIA. Fait que les normes au niveau de la qualité architecturale, l'intégration, c'est inclus dans la grille aussi. Fait ces normes-là sont vraiment toutes enchâssées. Il n'y a pas de surprise, là, pas parce que... puis je reviens sur la différence entre le 7 mètres, le 25 pieds. Puis la clôture, il ne faut pas voir là comme quelque chose qu'on essaye de cacher. C'est tout simplement un mode de gestion différent. Mais tous les éléments architecturaux, PIA... dans le PIA, il n'y a pas de droit de corde à linge. Ces éléments-là, c'est tout reconduit aussi dans le règlement. Ça, tous ces éléments sont là, puis on pourra le regarder en détail. Ça va me faire plaisir. Vous allez voir que tout est là aussi. Puis tout qui est la partie des 6 terrains qui s'en va plus sur le fait boisé. Donc, qui appartient, vous parliez tantôt, je pense, de M. Bussière. Ça va être dans le deuxième temps. Donc, après cette phase-ci, on a-tu des détails? Mais ça va être le même zonage aussi. C'est dans la même zone. Peut-être un complément d'information aussi, si vous pouvez juste remettre la carte avec la zone qui est identifiée, s'il vous plaît. Zone au sens du zonage, là. Comme ça? Non, celui qui avait... notre zone de oui, zonage. Oui, zone au sens du plan de zonage, là. C'est dans la note présentation. C'est que si vous allez rapidement sur le site de la Ville, habituellement, vous cliquez, on vous donne certains paramètres déjà de base. Hein? Le coefficient d'occupation au sol, le pourcentage du taux d'implantation, le nombre d'étages, etc. Mais à l'extérieur de ces quelques paramètres-là de base, il y a environ
entre 40 et 60 éléments total pour un terrain qui vient guider son développement. La marge latérale, la hauteur en avant, les marges latérales, la marge arrière, la question de la corde à linge, la question de la piscine, la question du cabanon, la question du nombre de portes de garage, la question du nombre de matériaux. Et nous, quand on travaille sur des projets, vous donner une idée, ça prend environ une journée à une journée et demie quand on a un nouveau lot pour un de nos employés qui fait ça à temps plein toute sa vie, à décortiquer les règlements pour comprendre qu'est-ce qu'il faut être fait sur un terrain. Et la raison pourquoi je vous explique ça, c'est que sur cette carte-là, on voit très bien le périmètre de la zone. Et la manière que ça fonctionne au Québec, c'est qu'on a le zonage. Et dans le zonage, c'est tous les mêmes règlements s'appliquent à l'entièreté des terrains qui sont à l'intérieur, à moins qu'on ait utilisé une procédure spéciale, telle qu'un PPC-moi ou des choses comme ça, qui n'ont pas été ici, qui n'a jamais été fait avant. Donc, les mêmes paramètres. Et là, on ne parle pas juste de densité, mais on parle de tous les différents pourcentages de maçonnerie, nombre minimum, par exemple, de aires de verdure en avant, le nombre d'arbres. Tous ces paramètres-là, ils sont identiques pour l'entièreté du territoire que vous voyez là, qui est jaune à l'écran. Donc, le 23 et 25 pieds, ça devrait être la même chose aussi. Celui-là, je ne peux pas vous répondre par rapport à ça. Danny va... Oui, il y a des... Oui, rapidement. Regardez, dans ce qu'on a mis 7 mètres, 25 pieds, c'est 7,5. Il n'y a pas de problème à l'amener à 7,5. Ça, c'est pas un problème du tout. Puis l'autre élément que je vais ajouter, c'est que, première des choses, Terrebonne, c'est une ville très exigeante au niveau de la qualité de l'architecture, au niveau du sérieux, du fonctionnement du CCU et des exigences. J'en ai fait plusieurs projets pour vous dire que la ville est très exigeante. Puis c'est tant mieux, ça, parce qu'en fait, ça vous garantit des projets de qualité. La valeur des terrains, la valeur des maisons qui vont se faire là, ça ne sera pas cheap, je peux vous le dire. C'est des maisons... écoutez, c'est sûr que ça va être des maisons de 1 à 2 millions minimum. Donc, au fond, ça va être des gens qui vont aller là, ils vont être soucieux d'avoir aussi un projet qui va se marier avec votre environnement puis qui va être de très grande qualité. Le dernier point, puis peut-être que ça sera pour une autre discussion si ce n'est pas par rapport au projet, mais ça peut être vendeur pour le promoteur, par contre. Suite à la rue, après le quartier en bas, on parle de faire un tunnel que j'ai entendu peut-être pour que la Trans-Terrebonne passe en dessous. Est-ce que je me trompe? Un pont. On va faire un pont pour la Trans-Terrebonne? Non. Donc la Trans-Terrebonne va être un tunnel? Je vais juste mettre peut-être la présentation de M. Bon. Est-ce que vous voyez mon curseur à l'écran? On arrive à avoir le prolongement ici du boulevard des Seigneurs qui s'en vient jusqu'au carrefour giratoire. Présentement, les infrastructures sont en train d'être construites. La ville a été en appel d'offres et le projet vient à démarrer. Et ici, on se trouve à avoir la Trans-Terrebonne qui vient à passer. Elle va passer le long de l'école, à l'intérieur d'un futur parc qui va être aménagé. Et à l'intersection, finalement, de la Trans-Terrebonne et de l'avenue Gabriel-Roy, il se trouve avoir un cours d'eau. Et la Trans-Terrebonne va passer sous le pont et l'avenue Gabriel-Roy va passer au-dessus. Cette planification-là, elle a été faite dans une perspective d'avoir une continuité du réseau de la Trans-Terrebonne et les hauteurs et les dégagements nécessaires pour faire passer justement la machinerie du groupe Action Plein Air Terrebonne, là, le GPAT. On arrive à avoir la possibilité de faire passer une dameuse pour faire que l'hiver soit accessible pour le ski de fond et l'été que les cyclistes puissent être en continuité. Si vous avez été un petit peu plus loin sur la Trans-Terrebonne, vous avez croisé l'avenue Urbanova. Ça se trouve être le même type d'infrastructure qui va être... c'est là que je m'en allais. Merci parce que vous me l'avez appris, je ne parlais pas de celle-là. Je parlais de plus loin, je ne sais pas si je peux le pointer. C'est la même chose, puis ça va rejoindre. En allant rapidement, s'il vous plaît, j'ai des gens qui attendent. Ici. Juste ici, en arrière de la fête boisée. Oui. Ça descend comme ça descend vers où? Et on m'a parlé qu'il allait avoir un tunnel à cet
endroit-là. Vous avez raison. Puis Oui. c'est juste que ce que je me demande, parce que c'est très haut, en haut sur la Transterbonne. Puis justement, à Urbanova, on a un tunnel comme ça. Puis en vélo, quand on se promène ou à pied, c'est très désagréable. Ça sent humide, ça pue en fait. Puis pour être allé là avec mes enfants, puis on passe dans le tunnel Urbanova, puis c'est pas super. Puis moi, ce que je me suis dit, on n'a pas les problèmes de Montréal avec des piqueries et des bufferies et du monde comme ça. De toute façon, on va avoir un quartier général de police là, qui va avoir un beau tunnel. Mais je me suis dit, c'est une belle opportunité, même pour un promoteur, d'avoir un beau pont suspendu piétonnier où l'hiver, on met des belles lumières, quoi que ce soit. Puis que même de cet endroit-là, pour avoir mon terrain qui donne là, l'hiver, quand que j'ai pas toutes les feuilles, ben j'ai une vue sur le dessus de Montréal. Ça peut être un très beau point d'observatoire quand on met des longues vues pour regarder. C'est beaucoup plus le fun qu'un tunnel qui pue, mon opinion. Et si jamais c'est trop dispendieux, je termine avec ça, que ça soit simplement une descente avec un stop quand on traverse la rue. Si on a peur avec la vitesse en vélo, quoi que ce soit, on l'a vu à Montréal ou partout, ou en ski de fond, bien, quand il y a des descentes comme ça, on fait des zigzags un peu avant d'arriver en bas, ça ralentit. Puis il y a des solutions autres qu'un tunnel, c'est ça que je veux dire. L'idée est bonne. Il faut juste comprendre qu'on se trouve à l'intérieur d'une zone de conservation et il y a peut-être des enjeux, mais on pourra le regarder, c'est une bonne proposition. Merci. Merci. Monsieur? Bonjour, Nicolas Robillard, 43 rue du Sanctuaire. Premièrement, je m'excuse, je vais commencer en retapant sur le clou, là, ce que tout le monde a déjà dit, mais je vais rajouter un petit peu là-dessus. Nous autres, on est une nouvelle arrivant, ça fait pas très longtemps, mais avant de déménager, on avait appelé la ville pour voir qu'est-ce qu'elle allait faire, puis on nous avait dit que s'il allait avoir un développement, il allait avoir une zone tampon qui appartient à la ville, mais on nous avait même dit 10 mètres. Fait que, je ne sais pas où l'information avait été prise, mais c'était déjà un peu large. Par contre, nous autres, si j'ai pas entendu rien par rapport à ça, dans notre cour, on doit avoir une 50aine de grenouilles, des renards, des lapins, on a tout là. Puis, qu'est-ce qu'on va faire pour préserver un peu la faune qui est là? C'est sûr que cette bande-là va aider là, à ne pas tout chasser, mais c'est quoi les efforts qui vont être faits? Y a-tu le ministère de l'Environnement ou n'importe qui est venu voir, regarder qu'il y a des choses à déplacer, ou c'est quoi les efforts qui vont être faits autour de ça? Première question. Deuxième, la rue qui va déboucher. J'aime beaucoup l'idée du sentier. Là, je vais juste donner mon opinion personnelle, là. Je comprends que ça va désenclaver si on rajoute une deuxième rue, mais je vous garantis que tout le monde qui est là, par le fait que ça fait un triangle, là, c'est pas mal plus rapide de couper par là. Puis là, t'as beau mettre des dos down, t'as beau mettre des sens uniques, tout ce bout-là va passer par là pour aller prendre le 640, c'est clair. Fait que moi, j'aime mieux avoir un quartier tranquille, puis avoir peut-être à un moment donné un trou dans la rue qui va faire que vous allez me bloquer pendant une demi-journée, là. Ça serait mon opinion à moi, là, mais vous avez passé vite sur l'explication. Tantôt, je comprends très bien la portion pour l'eau potable. Je pense que c'est parfait de boucler pour l'eau de pluie aussi. Ça, c'est vraiment bon. Par contre, la rue, je ne suis pas sûr que c'est à l'avantage du quartier, mon point de vue. Finalement, ma question, c'est sur la durée des travaux aussi, parce que là, on est en plein des travaux, il y a de la poussière partout. On va se rembarquer là-dedans. Fait que ce serait quand le début? Puis on parle de combien de temps? Ce seraient les questions que j'aurais. Pour la première question, l'enjeu environnemental, c'est certain qu'actuellement, comme je disais, on est en train de faire les études en ingénierie, ça comprend aussi ces analyses-là environnementales. Tout ce qui est des infrastructures qu'on vient prolonger, on requiert là, des autorisations du ministère de l'Environnement et on doit démontrer justement qu'on a fait notre travail, qu'on a été chercher l'avis de biologistes et tout, et lorsqu'il arrive à avoir des restrictions, je prends l'exemple, déplacement de couleuvres ou autres, c'est des éléments qui doivent être inclus à l'intérieur de nos travaux et c'est pour ça qu'on le fait en amont justement de la réalisation à l'intérieur des études. C'est le but d'y aller de cette séquence-là, c'est de s'assurer que l'ensemble des contraintes du projet soient connues et lorsqu'on arrive à faire les plans de vie, bien, on vient à adresser chacune des éléments qui ont été ciblés dans les études. Pour l'autre partie de la question, bien, on va prendre en considération, puis on regardera là, l'ouverture ou non. Là, je pense que ça va faire partie encore là avec l'analyse circulation. Et la dernière portion. Ah, la durée des travaux.
Mais normalement, de ce type de travaux-là, c'est certain que tout ce qui est le volet conception, là, on est en étude encore, là, mais une fois que les études sont complétées, la conception de ce type d'infrastructure-là, on peut s'attendre environ 6 mois. Concernant les demandes au ministère de l'Environnement, le délai associé à une demande, aujourd'hui, les délais qu'on observe, là, ça peut aller entre, encore là, 6 mois à 1 an. Je pense que la question, c'est plus... Travaux. Il y avait aussi le camp avait été posé. Fait que c'est certain que le camp, c'est entre 6 mois et 1 an qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait un début de travaux. Pour qu'est-ce qui est de la durée en soi, le projet va se faire sans doute en 2 étapes, peut-être même 3 étapes avec les utilités publiques qu'on vient enfouir. Donc, la première étape, c'est de passer les égouts à aqueduc. On vient mettre la fondation de chaussée et avec l'émission des permis, il commence à avoir de la construction. Quand on arrive avec un certain nombre de constructions, c'est là qu'on vient faire les autres travaux qui sont résiduels, qui sont l'aménagement paysager, pavage, bordure, éclairage. Et ce délai-là peut aller jusqu'à 1 an qu'on reste sur la pierre. Puis il y a d'autres projets que ça a été même plus long. Normalement, on y va avec un taux de construction. Donc, la période d'exécution des travaux souterrains, on peut s'attendre peut-être à 2 mois à 3 mois d'exécution. Et pour qu'est-ce qui est du restant des travaux de pavage, bordure, éclairage, encore là, c'est une saison qu'on peut s'attendre. Fait que de notre côté, qu'est-ce qu'on s'attend à ce que ça va se réaliser en phase qui va s'échelonner sur possiblement jusqu'à 2 ans. Si vous permettez, juste un élément un élément d'information important, c'est que la Ville, dans l'analyse de tous les éléments de biodiversité, il y a une partie du terrain de M. Brault qui a été exproprié à des fins, justement, pour supporter la faune et la flore. Donc, ce terrain-là, il a été retranché là, par rapport au premier plan que je vous ai montré. Donc, c'est la partie où il y avait le ruisseau et la portion, justement, là, qui est près de la rue de la Passerelle. Là. Donc ça a été identifié comme étant un élément important au niveau de la biodiversité. Et la Ville a fait le nécessaire pour devenir propriétaire et préserver ça pour la suite. Là. 10 %, c'est ça. Donc, aussi, autre élément... Juste un complément d'information par rapport au phasage là, des travaux et tout ça. Il faut comprendre que la saison de construction, elle n'est pas super longue au Québec. Et c'est pour ça, de manière traditionnelle, des projets comme ça, on fait grosso modo là, la première vague de travaux durant un premier été, ce qui nous permet de commencer la construction des maisons. Et ensuite, on retourne une seconde fois. Il faut dire, la ville de Terrebonne, comme toutes les autres villes du Québec, vont quand même émettre des conditions qui seront nécessaires afin de diminuer les nuisances lors du chantier. Ça inclut des normes, par exemple, telles qu'une route de camionnage, où les camionnages, la ville va dicter quel chemin qu'il doit prendre afin de s'assurer qu'il y a le moins de dérangement dans le secteur. C'est certain que la ville aussi va mettre des conditions, par exemple, de nettoyage de la rue pour s'assurer que le promoteur vienne et nettoie la rue afin de diminuer le niveau là, de poussière et de contrôle de tout ça. Et n'oubliez pas aussi, en tant que citoyen, et là, je ne veux pas trop m'avancer de l'avant, mais je ne me trompe pas, la Ville de Terrebonne a un service de 311. Et en tant que citoyen, communiquer avec la Ville, peu importe c'est qui le promoteur, c'est toujours un outil fondamental pour la Ville. Parce que si vous êtes chez vous et vous n'êtes pas heureux, mais la Ville ne se fait pas communiquer ce message-là, c'est toujours très important de communiquer cette information-là aussi à la Ville afin de s'assurer que les mesures de compensation soient mises en place. La pire chose que vous pouvez faire, c'est juste rester chez vous puis frustré. Alors, nous, on a à gérer des gros chantiers, notre compagnie. On fait des chantiers, des fois des projets de 400, 500, 700 tours de condos dans le centre-ville de Montréal. Puis je peux vous dire, c'est pas facile. Des projets comme celui-ci, c'est quand même des contraintes qui sont différentes. Mais n'oubliez pas que vous devez, en tant que citoyen, toujours communiquer si vous voyez des choses. Et ça, c'est fondamental et je vous recommande fortement de le faire dès le début. Et l'équipe ici est 100% transparente. On joue ici pour s'assurer d'être un bon voisin et de participer au développement du secteur.
Je fais juste confirmer qu'il y a une gestion des chantiers. Alors, avant que le promoteur commence les chantiers, on s'assoit avec lui pour faire la gestion du chantier. Tout ce que monsieur a expliqué, là, les parcours des camions, l'entreposage, le nettoyage des rues, ça fait partie d'une entente avant les travaux. Monsieur, j'ai deux autres personnes qui ont déjà souligné. Donc, Luc Théroux, 37 du Sanctuaire. Bonsoir, messieurs. Merci d'être présents. Juste apporter un petit commentaire quand on parle d'enclave au niveau du boisé de la Pinière. Je peux vous dire que le boisé de la Pinière, il y en a beaucoup qui se plaisent à dire que c'est le plus grand cul-de-sac de Terrebonne. Puis je pense que les résidents, on est bien à l'aise avec ça. Si on peut renforcer, je ne veux pas me répéter, au niveau de la bande boisée. Vous parliez au niveau des travaux publics, que c'est une demande des travaux publics, que ce soit accessible pour eux en cas de bris de branche ou peu importe. Je peux vous dire qu'actuellement, la majorité des résidents, je ne peux pas parler pour tous, on a tous sur notre clôture une porte qui donne accès à l'arrière de nos terrains. Peu importe si cette bande de 25 pieds, en passant, c'est ce qu'on s'attend, que vous mettiez une clôture ou non, vous allez devoir empiéter sur les terrains sur le terrain des propriétaires, des nouveaux propriétaires. Je ne crois pas que les travaux publics vont sauver quoi que ce soit, compte tenu qu'actuellement, dans le projet actuel, dans le boisé de la Pinière, ils ont déjà accès à peu près partout par l'arrière de nos cours, par les portes qu'on a toutes installées dans les clôtures maillées. Au niveau de la réglementation, on se rend compte depuis le début un petit peu que la réglementation est supposée d'être identique au boisé de la Pinière. Puis on se rend compte, parce qu'on parle de transparence, de plus en plus, ou en tout cas quelques systèmes, que c'est pas tout à fait 100% pareil. Est-ce que ce serait possible d'avoir un engagement de la part de la Ville qu'au lieu de nous dire que le projet est identique à 100%, que ce soit 100% pareil, mais que la Ville nous fasse une liste des divergences qui peut avoir ou qui peuvent être proposées par rapport aux exigences que nous, on a eues quand on a bâti dans le boisé de la Pinière? En fait, pour la servitude, puis pour l'espace boisé, ça, vous pouvez le redire, mais il n'y a pas de problème, je pense que c'est bien noté. La plus grande garantie, c'est la zone là, de zonage. Puis, en fait, il faut faire la distinction entre les normes et le projet. Des fois, les normes sont identiques, c'est le même projet, c'est la même grille de zonage, c'est le même règlement qui s'applique. Et la distinction entre le projet, bien, ça peut varier un peu, parce qu'il y a des normes minimales, maximales, mais la grille de normes et tout ça est exactement la même. Ça, je peux le garantir. Je peux vous l'envoyer, vous avez bien vu la norme. La différence, en fait, puis c'est là que ça se situe, puis je pense que c'est là qu'on va avoir des discussions avec le promoteur, c'est entre les normes qui sont identiques, mais la finalité qui est peut-être un petit peu différente, c'est là que je pense qu'il y a distinction. Et ça, bien, je ne peux pas le garantir tant qu'on n'aura pas finalisé un projet détaillé avec le promoteur. Les grilles, les normes, les exigences au niveau de l'architecture, puis je tiens quand même à dire qu'il semble être pareil. C'est pareil. La seule différence, c'était la bande tampon qu'on voulait gérer d'une façon différente, mais le reste est 100% identique, c'est la même zone. Et la proximité de la finalité, bien, c'est là qu'il faut qu'on regarde avec le promoteur pour que la finalité ressemble peut-être un peu plus à ce que vous avez. C'est ce que j'ai bien compris. Et oui, allez-y. Oui, juste un élément supplémentaire. Il faut comprendre que le projet lot par lot, bien, premièrement, l'ensemble va être validé par la Ville et ensuite, quand ils vont aller lot par lot, chaque maison va passer au CCU. Parce qu'il y a le processus de PIA et tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, que si jamais le projet, il y a un seul élément d'une seule maison, on doit aller via la procédure de dérogation mineure. Et la dérogation mineure, c'est très lourd. Hein? La seule chose qui est mineure dans la dérogation mineure, c'est le nom. Parce qu'en termes de procédure, ça l'inclut passer au CCU et ça inclut aussi habituellement passer au conseil. Donc, vous verriez des avis dans le journal. Ce serait dans l'avis public. Il y aurait une période habituellement où les citoyens peuvent donner leur input. Alors, toutes ces choses-là sont normées. Alors, si jamais il y avait quelque chose qui ne le serait pas,
La procédure, ça ne se fait pas derrière porte close. Le processus, il est 100% transparent, mais actuellement, la volonté, c'est d'aller complètement à 100% un projet de plein droit, c'est-à-dire un projet qui n'a aucune dérogation. L'objectif, ce n'est pas d'occuper le plus possible notre conseillère de ville qui est sur le CCU, mais plutôt de les occuper le moins possible. Des fois, déroger pour un petit 0,5 mètre ici ou un 50 cm là, ça devient tellement lourd et inutile que ça coûte beaucoup plus cher de niaisage que de le réaliser. Et c'est pour ça qu'ici, l'orientation est clairement allée vers le projet de plein droit. En fait, on a comme principe qu'on n'accepte pas de dérogation mineure sur un nouveau projet. Il n'y a pas de raison d'accepter des dérogations mineures quand on était sur un plan en blanc. On l'a fait tout de suite de la bonne façon. On ne déroge pas en partant d'un projet qui est tout nouveau. Pour terminer, vous devez comprendre que il y a quelques années, on a été un peu échaudé avec ce qui a passé près de se produire derrière chez nous. Puis on n'aimerait pas ça en tant que citoyen, puis je pense que, encore une fois, je peux parler au nom de tout le monde, d'avoir des surprises en cours de route, des décisions qui vont avoir été prises sans qu'on soit consulté comme ce soir, puis on apprécie énormément cette rencontre, puis qu'on puisse dire au moins ce qu'on pense, entre autres notre bande boisée. Merci. Monsieur, si vous voulez parler de la bande boisée, je peux risquer la réponse. Je non compris. Je peux en parler si. Geoffroy Desmarais, 62 rue du Sanctuaire. Je ne suis pas le propriétaire original de la maison, donc je ne savais pas exactement, mais un des attraits du quartier, c'est vraiment le côté nature, les arbres matures. Oui, la bande aide là-dedans, mais aussi sur les terrains, il y a beaucoup d'arbres qui sont des arbres d'origine. Est-ce que dans les règlements, etc., il y a encore le règlement de garder des arbres matures, etc.? En fait, la Ville, puis ça c'est partout sur le territoire de la Ville, on a renforcé ces règlements-là de protection des arbres, d'augmentation de la canopée. On ne peut pas couper un arbre sans un permis pour des bonnes raisons, qu'un arbre est malade ou quoi que ce soit. Ça, c'est un règlement qui est d'emblée sur l'ensemble du territoire et c'est un règlement qui est renforcé à travers le temps aussi parce qu'on a un plan canopé qui a été adopté ou qui va être adopté, je suis plus sûr, qui va être adopté sous peu, qui exige d'augmenter la canopée sur le territoire. Alors, on s'en va de façon beaucoup, beaucoup plus sévère sur la protection des arbres et couper un arbre à Terrebonne va devenir très compliqué. Et juste pour ajouter un complément d'information qui est quand même important, quand il parlait des exigences de la ville de Terrebonne, il va exiger, par exemple, pour chaque arbre, d'avoir quand même un rapport d'un ingénieur forestier, qui est quand même des gens qui doivent faire habituellement la maîtrise à l'Université Laval et qui, eux, ils ont leur sceau d'ingénieur et leurs rapports sont certifiés et c'est défendu par un ordre professionnel qui assure l'objectivité de l'analyse des arbres. Et suite à ça, il y a une grille et suite à ça, les permis sont émis individuellement par arbre après que la Ville ait fait son analyse de demande de chaque coupe de chaque arbre sur le terrain. On est bien loin de la période où tu sortais un bulldozer puis tu enlevais tous les arbres. Cette période-là, ça fait longtemps qu'elle est partie. Ça sort un petit peu du quartier, mais c'est juste pour préciser, ce point-là. Sur l'autre image qui était là juste avant, on voyait il y a un nouveau développement qui est juste du côté droite. Oui, c'est ça. Mais est-ce que ces terrains-là aussi, c'était du garder 2 arbres, etc., etc.? Parce que, mettons, si tu regardes le quartier, c'est un champ de toit, fait que c'est pas... Celui qui est en contrebas du côté? Ouais. C'est juste pour mon information. Ouais. Non, mais quand vous dites que Terrebonne exige qu'il y ait 2 arbres, etc., ça, c'est comme très nouveau. Ça va être je ne peux pas regarder la période de construction. Ça a évolué, les règlements, entre-temps. Okay. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les règlements n'ont jamais été aussi solides pour la protection des arbres. Les différentes périodes de construction, les différentes années, les règlements ont beaucoup évolué. Je ne pourrais pas dire pour ce projet-là, par contre. Bonjour. Steve Kodenchuk, je suis 1 Place de la Falaise. Je n'adosse pas le projet, là, mais je suis quand même pas très loin. On est nouveau propriétaire depuis 1 an, puis pour nous, on ne voulait pas acheter ailleurs que dans le boisé de la Pinière.
OK, on a visité 3 ou 4 maisons. C'était le quartier avant la maison. Pour les raisons que tout le monde évoque ici en ce moment, là, la bordure riveraine, les grands terrains, le côté boisé, l'infrastructure. Puis je sens pas exactement ce même esprit-là dans ce que vous nous présentez dans l'autre domaine. Je le comparais plus à Fontainebleau, dans le même type de maison, mais des plus petits terrains, plus collés. Ça, c'est une perception, une opinion personnelle. Ce qui m'inquiète, c'est le chemin qui va aller rejoindre la passerelle. Effectivement, c'est le chemin le plus rapide pour se rendre à la 640. Et puis, toutes les autres maisons derrière vont probablement, ou tout le développement qui va se produire à l'arrière va probablement passer par là. Est-ce qu'il va y avoir une gestion du trafic? T'sais, pour moi, idéalement, quand je regarde ça, ça serait même de ne pas le connecter à la passerelle, puis juste de passer par le rond-point qui est plus bas, là. Faire un cul-de-sac dans ce petit développement-là qui serait... En tout cas, pour moi, ce serait la solution idéale pour garder notre grand cul-de-sac. Merci. Monsieur, madame? Marilyn Descaries, je suis au 43 du Sanctuaire. Ça fait 2 mois qu'on est déménagé. On a acheté à cause de la forêt derrière la maison. Donc, je suis complètement dévastée. Mais bon, je vais prendre mon 7 mètres puis je vais faire avec. 25 pieds, excusez, 7,5. Nous, la ville, quand j'ai appelé, quand on a acheté, ils nous ont dit, ben non, il n'y a pas de projet en arrière. Ça, c'était il y a 6 mois. Bon, on va laisser ça comme ça. Conservation du plus grand nombre d'arbres. On vient d'un nouveau quartier à Saint-Hubert où ils ont conservé 5 beaux gros arbres dans notre cour et à cause du remblai qui s'est fait, sont tous morts. Donc, je sais qu'il faut que vous gardiez les arbres, mais est-ce qu'il va y avoir des efforts pour qu'ils survivent? C'est ça ma question. Un élément que vous pouvez prendre en considération, un projet de ce type-là va exiger des plans réalisés par un architecte paysagiste. Un architecte paysagiste au Québec, c'est quelqu'un qui a un bac ainsi qu'une maîtrise qui est réalisée habituellement soit à l'Université de Montréal ou à l'Université Laval. Et leurs plans sont étampés, certifiés par des gens qui sont membres de leur association professionnelle. Et ça veut dire qu'il y a une rigueur scientifique. C'est pas seulement des plans faits par un aménagiste, là, que quand tu vas au centre de gazon puis qu'il te vend des blocs de béton et tout ça. Un projet de cette stature-là va avoir un architecte paysagiste qui va inclure des mesures qui vont être autour de chaque arbre à conserver. C'est la pratique habituelle en 2022 sur des projets de ce genre-là. Parfait. L'autre réponse qu'on n'a pas eue tantôt, on a parlé des infrastructures, puis que je comprends que la construction, c'est saisonnier, mais en tout et partout, de A à Z, on parle de combien de temps réalistement? Incluant les habitations? Incluant les habitations, incluant leur paysagement et leur piscine, parce que ça, c'est... Oui. On en a pour 10 ans, c'est ça? Bien, je pense pas 10 ans, mais en fait, c'est sûr que peut-être le promoteur pourrait répondre, parce que la vitesse du marché pour écouler les maisons, ça, je le... Faut qu'il y ait le paysage, il faut qu'il fasse des piscines. Je sais, je viens de quitter un autre. Écoutez, avant que la rue soit faite, on en a pour 2 ans minimum, là, à peu près, là, en termes de démarche, avant que les travaux commencent. Puis une fois que les rues commencent, là, les maisons peuvent commencer. Là, maintenant, en combien de temps ça va prendre pour écouler les 26 maisons, ou peut-être qu'à la fin, ça va être juste 25, là, ou 23, où les gens vont acheter des plus grands terrains. C'est sûr que c'est ce qui va se produire dans ce secteur-là. Donc, le temps, là, quel va être l'état du marché dans 3 ans? Est-ce qu'on va être encore sur le boom immobilier? Mais une chose qui est sûre, c'est que c'est un secteur qui va toujours être un secteur recherché. Donc, au fond, ce qui est important, c'est beaucoup plus la qualité puis la façon dont ça va être contrôlé par la ville, puis faire en sorte que ce soit vraiment très, très sévère puis de très haute qualité ce qui va se faire. Donc, normalement, si on était dans la situation actuelle, c'est quoi, 2 ans, 3 ans à peu près, là, avant que toutes les maisons soient construites. Mais ça peut être plus long aussi, dépendamment de l'état du marché. Fait que 5. Bien. Ça ressemble plus à 5, là. Bien, moi, ce que je peux vous dire, c'est effectivement 2 saisons pour les infras, mais la 2e saison des infras, on peut déjà commencer les premières maisons qui sont le plus proches des rues existantes. À partir de là, je vous dirais, il y a 10 ans, je vous aurais dit, donnez-nous un bon 4 ans pour écouler les terrains et les vendre et les réaliser les maisons. Dans le marché de l'année dernière, je vous dirais
si on est capable d'avoir assez de main-d'œuvre, puis si on est capable d'avoir notre plywood, puis on est capable d'avoir notre gyps, puis on est capable d'avoir tout ça, on les aurait fait en une année. Encore cette année, on est en pénurie. Il y a un manque de nombre d'unités d'habitation dans la région métropolitaine de Montréal. Il y a un niveau de capital qui est disponible, que les gens veulent des logements de cette typologie-là. C'est quand même très couru. Donc, on a encore un chemin de pèlerin à faire dans ce projet-là qui va prendre encore environ 1 an, plus ou moins, avant qu'un an, 18 mois peut-être même, avant qu'on arrive à, que vous voyez les pépines arriver, là. Donc, et l'autre élément... déjà au bout de la rue, là, ça, on les a vus, les pépines. C'est pas votre projet, mais on vit avec déjà, là. Et l'autre élément aussi par rapport aux piscines, c'est quand même une question intéressante, et juste vous dire, pour avoir travaillé sur plusieurs projets, on vise toujours à mettre les piscines en premier parce qu'ils sont en arrière-cour. Pour avoir travaillé sur des projets, ça coûte environ 12 000 supplémentaires pour mettre la piscine creusée une fois que la maison est construite que si on la fait en avant. Pour avoir des lacs, des projets où on est obligé de louer des grosses grues puis passer la piscine par-dessus la maison pour l'emmener l'autre bord, c'est jamais quelque chose qui est souhaitable. C'est certain, ici, les propriétaires n'ont pas tous l'obligation de se mettre une piscine au début et il se peut qu'ils vont décider 2, 3, 5 ans, 10 ans par la suite de se mettre une piscine par la suite aussi. Mais le blitz, on doit s'attendre que ça soit fait conjointement parce que maintenant, les banques financent les piscines sur l'hypothèque de 25 ans. Parfait. Merci beaucoup. Il y a monsieur, je vais privilégier monsieur, ceux qui ne sont pas passés encore une fois, mais je vous retiens. Donc, monsieur à l'arrière, vous êtes entendu. Ce sera à vous, monsieur, après. S'il y a des gens qui n'ont pas encore pris la parole et qui veulent le faire, manifestez-vous. Sinon, on pourra prendre, il va nous rester encore un peu de temps, on pourra prendre un deuxième tour pour ceux qui voudraient revenir. Bonsoir, mon nom est Jacques Détrempe du 49 du Sanctuaire. Il est-il possible de nous garantir dans le lotissement des terrains, que les terrains dans notre secteur, chacun de nos terrains a au moins 100 pieds de large ou 125 pieds de large, que ces nouveaux terrains-là, ils ont minimum au moins de 100 pieds de large ou de 125 pieds de large. Autrement dit, moi, je ne voudrais pas me retrouver avec 2 voisins dans ma cour arrière, mais plutôt un voisin. Parce que moi, mon terrain, il y a 15 000 pieds carrés, donc j'ai 100 pieds minimum de largeur. Alors, j'aimerais m'assurer que les terrains à l'arrière, qui n'ont pas des terrains de 75 pieds ou 50 pieds de largeur par 150 pieds de profondeur pour arriver à 10 000 pieds carrés. Voilà ma question. Écoutez, on entend votre point. Donc, au fond, vous parlez de 30 mètres de largeur. Là, au fond, c'est ça. 30 mètres de largeur minimum? Je répète votre demande. Oui, 100 pieds, on parle de 30 mètres. La réglementation, c'est 22 mètres, ce que la réglementation exige. Donc, écoutez, on a à suivre, le promoteur a à suivre la réglementation qui est en place. Excusez-moi, juste bien comprendre, 22 mètres de largeur, c'est le minimum exigé par la ville. C'est le minimum. Ça, c'est vraiment le minimum. Donc, sont dans les 15 pieds à peu près de largeur. Combien de pieds de largeur? 60. Okay. Un petit peu plus que 70 pieds, là, 70 pieds, tout près de 70 pieds. Là, juste une question par rapport à ça. Vous parlez des terrains d'environ 10 000 pieds carrés. Vous disiez des maisons que c'est quoi, 25 % de l'occupation du terrain, quelque chose comme ça. Et vous parlez des maisons entre 1 et 2 millions de dollars. Ça fait cher du pied carré, ça, pour la grandeur du terrain. Je pense avoir des maisons de moins grande qualité que ça. J'essaie de comprendre, puis je vois pas que... Je pense que... Regardez, je veux juste répéter ce que vous avez dit. C'est des terrains qui vont se vendre pas loin de 500 000, OK? Donc, en partant, là, à partir de 500 000. Donc, au fond, quelqu'un qui achète un terrain de 500 000, il va mettre une maison qui va aller avec. Donc, en termes de superficie... Bien, je suis d'accord, je comprends, mais il va mettre maison, un terrain 500 000, il va payer, mais 75 pieds de large, c'est ça que je comprends? Oui, mais on a droit à 2 étages. La réglementation permet des maisons de 2 étages. Ouais. Donc, au fond, on a suffisamment... Puis là, au fond, là, vous parlez des plus petits terrains, mais il y a des terrains qui sont très grands dans les coins. Non, mais j'ai regardé la largeur de vos terrains. En gros, là, ils ont tous la même largeur. Ceux qui font dos à Sanctuaire, ils n'ont pas bien plus large que je vois. Ils sont tous pas mal identiques. Okay, mais... sont très larges. C'est ça.
Ça, c'est l'ancien plan. Non, ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Ça, c'est l'ancien. Hein? Oui, non, je sais, j'avais 3 projets. J'en veux même pas Est-ce deux. que ça complète la réponse? Oui. Est-ce que ça complète la réponse? Oui, il y a des... Dernier élément, il ne faut pas oublier qu'avec le 25 pieds qui s'ajoute de ce côté-ci, ça va donner une bande tampon de 50 pieds au total. Et les lots, ça, c'est la pire situation que je vous ai montré là, avec des lots de 22 mètres. Mais comme je vous ai dit, le lotissement, là, pour l'instant, on vient vous voir pour un projet pour mettre une rue, des infrastructures, puis ensuite faire une opération cadastrale. On n'est pas encore allé sur le marché. Je dirais que la tendance, pour nous, ça, c'est le maximum de l'eau que vous voyez là. Donc, au fond, on prend bonne note de votre... Je comprends, mais c'est le 22 mètres, j'ai de la misère à comprendre, alors que chez nous, dans notre secteur, il n'y a rien en bas de 100 pieds, ou 33 mètres à peu près, là. On se comprend, ou 30 mètres? 30 mètres. Ce qu'il veut dire, c'est qu'on avait une réglementation de façade obligatoire pour construire une maison. On ne pouvait pas construire une maison si elle avait une façade minimum. On avait un minimum de façade à construire dans le boisé de la Pierre. C'est ça, oui, exactement. En fait, on conserve cette charte de construction. Donc, plus que 22 mètres. Ce que je comprends ici, parce que là, on risque de s'embrouiller, il y a des gens qui veulent continuer, qui ont d'autres questions à poser. Ce que je comprends ici, c'est qu'il y a une clarification à avoir sur la notion de la façade versus les réglementations. Je ne sais pas si on peut donner rapidement une réponse. En fait, la norme à la grille, c'est 22 mètres minimum, effectivement. 45 mètres de profond. C'est la même norme qui s'appliquait, mais le promoteur a peut-être décidé de faire des plus grands terrains que le minimum. Puis c'est un peu ça qu'on parle avec le promoteur. Peut-être qu'il va revoir à la lecture de ce qu'on a entendu, d'enlever quelques terrains puis d'agrandir, c'est possible. Mais le minimum requis à la ville, c'est le 22 mètres. Ce que je comprends, c'est que le 22 mètres a toujours été là. Le promoteur, dans le temps, a décidé d'appliquer plus large. Dans certains cas, oui. Je vais passer à monsieur, si vous le permettez. Bonjour, mon nom est Maxime Soumy-Leblanc. Je suis du 608 rue du Sentier de la Forêt. Je suis pas mal content de voir que j'ai des voisins qui sont engagés. J'ai 2 questions. Premièrement, on est probablement le secteur où est-ce qu'on est, c'est uniquement des maisons unifamiliales. Beaucoup de jeunes familles. On doit être le seul endroit à Terrebonne qui n'a pas un parc avec des modules de jeux pour enfants qui est accessible à pied. Est-ce que c'est dans le projet avec l'école secondaire ou dans le nouveau projet? Est-ce que vous voyez à ça? Peut-être y aller avec votre deuxième question tout de suite. Tout de suite? OK. Maintenant, la deuxième question. Avec les travaux qu'il y a présentement, là, avec tout le boulevard, l'école secondaire, la station de police, on a énormément de vibrations dans la maison. Moi, je suis souvent là de jour, de semaine. Je travaille souvent de nuit. Je commence à avoir des cracks dans ma maison. Quand j'essaie de dormir de jour au deuxième, la maison shake, c'est épouvantable. L'autre jour, je travaillais... C'était quand mon dernier chiffre que j'ai fait? Je pense que c'était... En tout cas, c'est... Parce que là, j'ai contacté la ville. Ce qu'on me dit, c'est « Ah, c'est mesuré, il y a des normes, tout est beau, quasiment ferme ta gueule. » Qu'est-ce que vous allez faire pour être effectivement là, des bons voisins pour qu'on ait le moins de dérangements possible? Puis j'inclus là-dedans de passer sur la rue de la Passerelle, qui est notre seul accès là aussi. Là. Les travaux d'infrastructure, normalement, c'est effectué de lundi au vendredi entre 7h et 15h. Excusez. Comment j'ai dit 15h? Entre 7h le matin et 15h l'après-midi. Ça commence pas mal avant 7h. Oui, mais ça, c'est pas les mêmes. Non, mais peut-être actuellement, moi, je parle de l'expérience qu'on a dans nos projets. Au niveau des travaux d'infrastructure, c'est 8 heures par jour durant les heures de la semaine. Là, les vibrations, est-ce que c'est des travaux du boulevard, ça, Raphaël? Je ne sais pas si tu es en mesure de répondre à ça.
effectivement, on a fait des lectures avec des sismographes et on a fait des analyses approfondies de ce côté-là. Une des choses qui est quand même difficile à cibler, c'est quelle activité sur les chantiers qui fait et qui cause cette vibration-là. Il arrive à avoir 3 chantiers qui s'exécutent simultanément. En tout cas, la grue qui lançait je sais pas quoi par terre, là, ça c'était incroyable. La semaine dernière, c'était en continu, là, ça devait être du compactage. De... Toute la période de la compaction dynamique, ça a tremblé, les verres tremblaient dans les armoires. Je ne sais pas comment vous prenez vos mesures. Je ne sais pas si le sol change d'un endroit ou à l'autre, mais c'est... Après la compaction dynamique, je pense que c'est avec la commission scolaire, là, la compaction dynamique a été faite là. Tout ce qui est du quartier général de la police, ça a été fait d'une autre manière. Là. Il n'y a pas eu de compaction dynamique qui a été faite sur ce site-là, mais effectivement, avec la commission scolaire, il y a des enjeux, mais les mesures ont été prises par après, là. Et sur la question des modules de jeu? Ah oui. Par rapport à l'aménagement des parcs, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est dans la planification globale du secteur de développement qui est entre, finalement, mettons, je mets l'avenue Gabriel-Roy, elle se poursuit, où est-ce qu'il y a un carrefour giratoire projeté, qui est en cours d'exécution. Dans cette zone de développement-là, il y a un espace d'un parc de 10 hectares qui est planifié. À l'intérieur, il arrive à avoir des planifications on a un terrain de soccer avec l'image qu'on voit là, mais il arrive à avoir d'autres programmations. Donc, tout ce qui est d'aménagement des parcs est en train d'être analysé pour justement répondre aux besoins des citoyens sur une plus grande échelle. Donc, le sentier ou le boisé de la Pinière va être à proximité d'un parc de 10 hectares qui est approximativement grand comme l'espace qu'on a ici dans le secteur Angora, là. Donc, on arrive à avoir terrain de tennis, terrain de soccer, module de jeu et tout, là. Donc, c'est quand même un élément qui est à considérer, qui va venir avec le projet de développement qui va se faire un petit peu plus au nord de l'école. Merci. Merci. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. S'il y a quelqu'un, madame qui n'a pas encore parlé, madame non plus, s'il nous reste du temps, je terminerai avec monsieur qui sera en deuxième ronde. Bonjour. Mon nom est Carole. Je suis nouvellement arrivée à Terrebonne depuis le mois de juin l'année passée. J'habitais avant à Fontainebleau. Comme monsieur a mentionné tantôt, on est parti de Fontainebleau pour s'en venir au Boisé de la Pinière parce qu'on a l'impression on arrive à la campagne. Quand on arrive au carrefour giratoire puis on rentre près du tennis, on a l'impression vraiment, on s'en va ailleurs, on est complètement dépaysé. Et puis, je suis extrêmement déçue de voir que ce projet-là va être mis en branle parce que, de formation, je suis designer d'intérieur. Je peux facilement, même si je ne suis pas paysagiste, mais je suis capable de lire des plans comme ça. Puis je vois que ça, c'est Fontainebleau, mais même en plus petit terrain. C'est des terrains d'à peu près 9-10 000 pieds carrés. Il n'y a pas de bande sur les côtés non plus avec des boisés comme beaucoup des terrains au Boisé de la Pinière. C'est totalement autre chose. Je ne vois pas du tout la similitude entre ce nouveau projet puis le projet du Boisé de la Pinière. Je voulais juste mentionner, comme monsieur vient de dire, le bruit est extrême. Nous autres, on est arrivés au mois de juin l'année dernière. Quand on était dans la cour, on est au 6 rue du Fait-Boisé, on n'entendait aucun bruit. Maintenant, ils ont enlevé abattu beaucoup d'arbres. On entend du bruit maintenant, on entend la circulation de la 640 dans notre cour. Je trouve que vous êtes comme en train de démolir quelque chose, un projet qui était exceptionnel, moi, j'en ai pas vu comme des projets comme ça. Puis, je trouve ça vraiment triste, ce qui est en train d'arriver. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a 13 maisons qui sont collées sur du sanctuaire, puis de l'autre côté, il y en a 9. Fait que c'est sûr que les gens vont avoir maintenant 2 voisins en arrière de chez eux, puis je trouve que c'est un peu injuste parce qu'on paie des taxes énormes, et puis on va se retrouver avec 2 voisins en arrière. En tout cas, pas moi je suis sur du Boisé, mais pour les gens qui sont sur... en tout cas, je trouve ça terrible.
Je voulais savoir si le constructeur va privilégier les gens qui sont sur la rue du Sanctuaire, c'est-à-dire que tous les terrains en bande adjacente, est-ce que vous allez privilégier ces terrains-là en construction pour pas que justement ces gens-là qui sont sur du Sanctuaire aient à vivre la construction pendant très longtemps? Voilà. Commencez par ceux-là du fond. Madame? Stéphanie Pichette, Neuve du Fête-Boisé. Moi, je voudrais juste revenir. Quand est-ce que vous allez être en mesure de nous revenir? Parce que suite à ce qu'on a été dit, suite à la résolution de l'an passé, on a une bande boisée clôturée qui doit être respectée. Donc, j'imagine que vous allez devoir revoir les plans et la grandeur des terrains. Donc, on aimerait savoir quand est-ce que vous allez être en mesure de nous revenir avec des nouvelles propositions. Voilà. En fait, nous, suite à la rencontre, là, bien sûr qu'on fait le post-mortem avec le cabinet des élus. On regarde les différentes propositions. On va discuter avec le promoteur s'il y a moyen de bonifier le projet en fonction de ce qui a été dit. Puis, on va vous tenir au courant de l'avancement du projet. Je ne pourrais pas vous dire exactement. Ça va dépendre de nos discussions aussi. Mais bien sûr qu'à partir de demain, déjà, on va commencer à faire le post-mortem, puis on va commencer à voir avec le promoteur certaines pistes de solutions. On a pris beaucoup de notes. Je pense que ça se résume quand même à certains grands points, là, et on va voir avec le promoteur s'il y a une ouverture de bonification pour avancer le projet le plus rapidement possible. Merci. J'irai avec monsieur comme dernière intervention. S'il reste 30 secondes, je vous le donnerai. Mais vous allez me promettre que c'est 30 secondes. Mettez-vous derrière moi, tout ça, tu ne pourras pas vous enlever. Hyper rapidement, premièrement, j'ai juste un continu, je trouve ça super le fun, ce que vous avez parlé tantôt des arbres, qu'on garde les arbres centenaires. C'est sûr que l'on s'attend à ce que dans la fameuse bande, on garde les arbres intacts et tout. Mais en même temps, on parle de ça, mais on va détruire un des seuls espaces verts qui reste dans le coin pour faire le projet. Je pense que ça va vraiment à l'encontre de ce qu'on dit d'un bord. Je ne peux pas dire d'un bord qu'on veut protéger la faune puis que Terrebonne est brandiment, puis on a une forêt qu'on va détruire pour faire un nouveau quartier. Je comprends qu'il y a des engagements qui ont été pris dans le passé, mais je suis pas sûr que c'est ça qu'on... Si c'est ça qu'on veut comme ville, on va pas dans la bonne direction, ça c'est clair. Pas de 30 secondes. Baissez sur le piton. Monsieur Chicoine, juste pour... Au micro, s'il vous plaît, pour que... Oui, c'est vrai. Les gens Alain Lamar, 55 rue du Sanctuaire. Juste pour vous rassurer, pour l'entretien des bandes boisées, ça fait 14 ans que je suis là. Je n'ai jamais vu personne de la ville dans aucune bande boisée de tout le secteur. Fait que ça vous coûtera pas cher d'entretien, je peux vous dire ça. L'autre chose aussi, c'est que vous disiez tantôt, on va voir si on peut bonifier le projet. C'est pas une question de bonifier le projet. Si c'est un élément essentiel qui était dans le règlement la dernière fois, ou dans la proposition du règlement de la dernière fois. C'est pas bonifié, là. Non, mais je pense que la bande de verdure, c'est pas de bonifier, ça c'est acquis. Parfait. Les dimensions de l'eau, ces éléments-là qu'on va plus discuter avec le promoteur. Un dernier 30 secondes. Sincèrement, désolé. On se rend à minuit, écoute 30 secondes comme ça. Là. Ça va être un vrai 30 secondes. Parler de transparence tantôt, c'est juste de dire, quand on parlait des différences, c'est juste qu'on ne connaît pas tous le projet, on n'a pas tous le temps d'aller dans le journal, voir les avis publics et tout. On découvre le 22 mètres en avant, on découvre le 25 pieds en arrière. On dit que c'est la même chose, mais on découvre que finalement, il y a des choses ici et là qui ne sont pas la même chose. Nous essayer d'être transparent là-dessus. Puis, principalement ça. J'ai oublié mon autre point, désolé. Merci. Mais je tiens à dire quand même, la transparence au niveau des normes, des zones, c'est exactement ça. Au niveau de la finalité, si un promoteur décide d'y aller avec le minimum, l'autre décide d'y aller moins avec le minimum, la finalité peut être différente. C'est ça, moi, je pense que c'est ça que j'ai bien compris. Puis en même temps, je tiens à redire que la réglementation minimale de base est exactement la même. Est-ce que le promoteur, avant, a décidé, même si c'est 22 mètres minimum, moi, je vais faire 25 mètres? Ça a été un choix qui a été fait. La finalité du projet est différente, puis c'est là-dessus qu'on va regarder avec le promoteur. C'est juste pour dire merci. Si vous avez raison pour la protection des arbres de centenaire, que c'est des gens maintenant qui... c'est beaucoup plus rigide et tout. J'espère que c'est les vraiment, parce que quand on a fait ça avec la ville, quand j'ai acheté le terrain, on a bâti,
La personne de la ville est venue et on regardait chaque arbre et tout. Et finalement, ce que j'ai pu comprendre, c'est que peu importe l'arbre, si je remplaçais par un cèdre, c'était correct. Donc, j'ai une haie de cèdre avec 200 cèdres. Je pouvais faire pas mal ce que je veux. Heureusement, j'aime beaucoup les arbres, fait que je ne l'ai pas fait. Mais si les normes sont rendues plus élevées et la haie de cèdre ne remplace pas de raser tout, tant mieux. Merci beaucoup. Merci de votre collaboration, tout le monde. Ça a été un bon échange parce que c'est pas arrivé souvent de ne pas avoir beaucoup de deuxième tour parce que beaucoup de gens avaient été au premier tour. Merci, ça c'est ce que je disais tantôt, c'est une bonne nouvelle, vous vous occupez de vos affaires. J'ai compris qu'il y aura des suivis qui seront faits par la Ville. Merci aux gens de la Ville, merci aux gens du Fromentin pour votre présence et vos réponses. Et comme disait le regretté Claude Bouton, soyez prudents pour le retour à la maison. Avoir une date, un moment qu'ils vont revenir, d'avoir une discussion. En fait, comme je disais, c'est un peu difficile parce qu'on va faire le post-mortem, on va discuter avec le promoteur, fait qu'on va voir un peu l'évolution. Mais on va vous tenir au courant, ça c'est sûr. Il va y avoir une autre rencontre. Soit qu'il y aura une autre rencontre ou il y aura des communiqués pour vous donner les informations. On verra sous quelle forme on le fait. Parce que s'il y a des engagements clairs, ça peut être fait sous une autre forme aussi. Mais il va y avoir une suite. Là. Je ne peux pas prévoir la suite exactement présentement. Merci. Bonne fin de soirée.